Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de l'excellence 5.0. Alors, dans le cadre de nos rendez-vous, je vais vous présenter ma vision de qu'est-ce que c'est que l'excellence opérationnelle, surtout maintenant imbriquée avec l'industrie 5.0. Alors, à chaque événement, à chaque mois, on va recevoir une nouvelle personne qui va venir nous parler de son sujet de prédilection, de son expertise, mais de surtout comment ça s'intègre avec l'excellence opérationnelle. Alors, aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Sophie Gagnon, présidente et cofondatrice du groupe Filia. Salut Sophie! Allô Véronica. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Super! Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, si on rentre, en fait, on va aviser nos participants de, s'il vous plaît, utiliser le chat sur LinkedIn pour nous ajouter vos questions, vos commentaires. On a hâte de pouvoir répondre à ça et de voir vos questions, voir sur quoi vous voudriez avoir des clarifications. Alors, n'hésitez pas, le chat, il est là pour ça. Alors, Sophie, si on commence dans le vif du sujet, qu'est-ce qui t'a amené à l'éthique? En fait, je suis comme arrivée par l'éthique. Je suis arrivée à l'éthique par, je dirais un peu par hasard. Je suis ingénieure de formation. J'ai travaillé en industrie pendant à peu près 20-25 ans. Pour faire une histoire courte, en 2013, je suis à me poser des questions sur qu'est-ce qui me tente de faire. À ce moment-là, mon fils pense à aller en génie. Je regarde qu'est-ce qui se passe du côté de l'ingénierie, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens, il faut essayer de faire quelque chose. Donc, je suis allée à l'Ordre des ingénieurs, au bureau du syndic de l'Ordre des ingénieurs, pour voir, pour mieux comprendre toute cette problématique-là. On est durant la commission Charbonneau, pour essayer de voir comment je peux participer à améliorer la vision des ingénieurs, parce que la réputation était pas mal entachée à ce moment-là. De fil en aiguille, je me suis intéressée ou je me suis questionnée à savoir comment on pouvait faire pour pas que ça recommence dans X années. Je me suis intéressée, on parlait beaucoup d'éthique, déontologie. Je me pose la question, c'est quoi l'éthique? Je n'avais pas vraiment de réponse à l'époque. J'ai décidé d'aller à l'Université de Sherbrooke, débuter par un micro-programme qui m'a amené finalement à la maîtrise parce que à travers l'éthique, à travers la manière qu'on nous le présentait, à travers mes recherches, quand je combinais ça avec mon expérience, parce qu'à travers mon travail, j'ai implanté ISO 2001 également, j'étais ingénieure industrielle, donc à travers les processus d'amélioration continue, tous les outils, tu t'y connais également, Véronica. Donc, je voyais vraiment un lien, puis une manière de faire pour... En fait, si ça avait été plus présent au sein des organisations à ce moment-là, peut-être que les ingénieurs auraient pris le temps de réfléchir avant d'agir. Là, je te dis pas que tout le monde réfléchissait pas, mais dans les enquêtes que j'ai faites, plusieurs personnes, il y en avait quelques-unes mal intentionnées, là, mais la très grande majorité, c'est juste qu'ils étaient intéressés par la technique, ils se sont pas attardés au côté administratif, au côté affaires, puis se sont ramassés dans des situations assez, en tout cas, pas vraiment agréables, comme on peut voir. Non, comme on connaît. Sophie, si tu me permets, avant de continuer, il y a plein de monde qui nous dit bonjour. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. On est super content de vous voir. Je veux juste mentionner, vous voyez sur LinkedIn qu'il y a comme une bande qui fait la traduction. C'est LinkedIn qui la rajoute. Si vous écoutez en anglais, regardez pas qu'est-ce qu'il est écrit là-dessus, ça n'a aucun sens. Donc, c'est notre premier LinkedIn Live. On apprend, on s'ajuste, on vise l'excellence, mais on ne l'atteint pas du premier coup. Alors, soyez indulgents avec nous, mais si vous lisez, ça n'a aucun sens que ce qui est marqué. Donc, ne vous attardez pas à la traduction qui est là. Alors, merci à tous d'être là. Merci de nous dire bonjour à nous deux dans le chat. Je vous répète, si vous avez des questions, des commentaires sur l'éthique, n'hésitez pas à les rajouter. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure qu'on avance dans la conversation. Donc, Sophie, ça fait déjà quelques années que tu es vraiment dans le milieu de l'éthique en consultation, en formation aussi beaucoup. Qu'est-ce que tu vois maintenant qui sont les besoins des organisations par rapport à l'éthique? Je te dirais que de la manière que je conçois l'éthique, de la manière que chez Groupe Filia, on l'applique, ça répond à plusieurs problématiques qu'on voit actuellement. Donc, tu sais, là, j'apprends absolument rien à personne. On est dans des environnements de plus en plus complexes qui vont
Ça va de plus en plus vite. Il y a des augmentations de la réglementation. Puis les règles sont de plus en plus complexes. Ceux qui travaillent avec la LCOP vont se retrouver à travers ça. Tu sais, dans les dernières années, ça s'est un peu complexifié. Là, tu me regardes. Ouais. C'est quoi la LCOP? C'est la loi sur les contrats pour les organismes publics, donc au niveau de l'approvisionnement. Donc, comme je disais, ceux qui travaillent avec la LCOP, ils voient que c'est plus compliqué. Il y a plus de règles à suivre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est encore plus ça va encore plus vite, ça complexifie encore plus les choses. Puis en plus de tout ça, tu as les exigences de la société qui sont plus les mêmes. Si on parle des facteurs ESG, RSE, la société, les nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail, ils ont des exigences en termes de sens au travail plus élevées qu'on pouvait avoir, nous, quand on a commencé. C'est que tout ça fait en sorte qu'avec ces enjeux-là, je vois vraiment que l'éthique peut venir aider à pas tout solutionner, mais à mieux comprendre les enjeux puis à intégrer ça dans la pratique d'une manière concrète. OK. Mais avant de passer à une manière concrète, juste pour mettre, en 6 segments, on utilise des définitions opérationnelles standardisées. Fait qu'on va faire l'exercice avant pour être sûr qu'on comprend tous la même chose. C'est quoi l'éthique? C'est quoi l'éthique? C'est amusant, c'est une question que durant mes études, tout le monde se pose. Il y a plein de définitions de c'est quoi l'éthique. Je vais commencer par dire qu'est-ce qui est pas l'éthique. Et d'un, l'éthique, c'est pas seulement suivre les règles. L'éthique, ça va au-delà de ça. L'éthique, c'est quoi faire justement quand les règles sont muettes, quand les règles se contredisent. Chez Groupe Filia, on aime dire, l'éthique, c'est savoir quand et comment réfléchir. En discutant avec une cliente à un moment donné, quand j'essayais de lui expliquer c'était quoi l'éthique, elle me disait, dans le fond, Sophie, l'éthique, c'est que ça bouche des trous parce que ça donne des outils pour compléter quand, comme je viens de dire, les règles se contredisent. Fait qu'il y a différentes manières de voir l'éthique, mais je vais juste vous en donner une définition qui est comme plus conventionnelle, je dirais. C'est qu'on parle d'un mode de régulation des comportements qui provient d'abord du jugement personnel tout en se fondant sur les valeurs partagées pour donner un sens aux décisions et aux actions. Donc, c'est vraiment une vision globale. Ça peut prendre différents angles selon la situation dans laquelle on est, mais c'est surtout utile, l'éthique, pour prendre des décisions difficiles. Tu sais, je disais, quand les normes se contredisent, quand les valeurs se contredisent, souvent, ça amène des problématiques. Donc, l'éthique a des outils aussi qui te permettent d'arriver à prendre des décisions qui vont faire en sorte que quand tu vas avoir à les expliquer, tu vas être outillé, tu vas savoir pourquoi exactement tu as pris cette décision-là. Puis, si la décision va sur la place publique, tu vas être également à l'aise de faire face à la musique puis de dire oui, j'ai pris cette décision-là. Oui, il y a des gens, peut-être que ça ne fonctionnera pas pour eux, mais bon, dans les circonstances, c'était pour moi la bonne décision. Ça m'amène également à dire, là, je dis dans les circonstances, l'éthique, c'est pas... Quelqu'un m'avait déjà dit également, voyons Sophie, là, je comprends plus, l'éthique, ça change. L'éthique, c'est pas toujours pareil, effectivement. L'éthique, ça peut, selon le contexte, selon les circonstances, selon le moment, la réponse sera pas la bonne. Il n'y a pas une bonne réponse en éthique. Il y a une méthode pour arriver à une réflexion, mais la réponse sera pas nécessairement toujours la même. Puis ça, dans la tête des scientifiques, c'est un peu particulier. Quand j'ai commencé, je me rappelle quand j'ai commencé ma formation en éthique, au premier cours, on définissait des mots. Puis là, tout le monde arrivait avec sa définition des mots qu'on avait à définir, mais des définitions différentes. Puis à ce moment-là, le professeur disait « Ah oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. » Moi, j'étais assise, puis j'étais comme « voyons, c'est du n'importe quoi. »
Si on arrive, tout le monde avec des définitions différentes, on n'arrivera plus à se comprendre, puis ça n'aura pas de bon sens. C'est que j'étais comme choquée, fâchée de dire que c'était peut-être n'importe quoi, un peu qu'est-ce que les gens peuvent penser des fois de l'éthique. Par contre, avec le temps, quand j'ai mieux compris, puis on est allé plus loin, peut-être que c'était ça le but de nous choquer au départ, mais j'ai compris qu'il faut tenir compte des contextes, de plein de choses pour arriver à mieux cerner c'est quoi l'éthique. Donc, oui, c'est pas toujours pareil. Donc, je disais que l'éthique, ça peut aider à prendre des décisions difficiles. Ça peut aussi nous aider à comprendre des situations qui sont complexes, à mieux cerner les problématiques, les enjeux. Quand on met en place une culture éthique organisationnelle, ça permet de mettre en action les valeurs de l'organisation. Donc, si on décide de dire ou d'aller vers les valeurs, vers la responsabilité sociale des entreprises, c'est beau de le dire, c'est beau de l'écrire, mais il faut également le faire vivre. Donc, avec les mécanismes qu'apporte l'éthique organisationnelle, ça permet de mettre ces valeurs-là au cœur des décisions, au cœur des actions et des opérations de l'organisation. Donc, faire en sorte que ce ne soit pas seulement sur un mur, mais que ça devienne réel et vivant au sein de l'organisation. Mais en fait, ce que j'entends aussi avec ce que tu dis, c'est que, de mon expérience, quand j'entends parler d'éthique dans les médias ou dans différents outils de communication, c'est souvent en réaction à un événement X qui a causé du trouble à une organisation. Mais avec la définition, toute l'explication que tu viens de nous donner, on voit clairement qu'on peut être proactif à mettre en place des règles ou à mettre en place l'éthique pour être capable de bien cheminer dans les prises de décision et d'être capable de facilement les expliquer à la fin pour soit éviter les risques, les enjeux, mais aussi pour outiller les gens à prendre les décisions pendant tout un parcours d'événements. Est-ce que je me trompe? Non, tu as tout à fait raison. C'est vraiment, c'est des outils pour être en amont, pour effectivement être en prévention. Puis un des exemples de ça, si on prend en 2016, il y a eu la norme ISO 37001 qui a été émise, qui est un système de gestion anticorruption. Donc, c'est vraiment axé sur les problématiques de l'époque. Puis là, j'étais encore à l'étude à analyser tout ou à essayer de comprendre c'était quoi vraiment l'éthique puis qu'est-ce que ça pouvait faire. Puis j'ai vu les liens qu'il y avait entre cette norme-là, entre l'éthique, qui rendait l'éthique dans des actions concrètes à travers des choses qu'on connaît. Donc, les bases des systèmes de gestion, on a connu ISO 9001, il y en a plein d'autres. Donc, oui. Ça rendait concret la théorie que j'apprenais. Donc, ça faisait en sorte qu'à place de parler de l'éthique, ça la mettait en action en vrai. On en faisait à travers ISO 37001. Parce que je suis consciente, puis là, peut-être que les gens pourront me dire si je suis dans le champ ou non, que quand on parle d'éthique, ou peut-être c'est ce que je pensais aussi au départ, on parle d'éthique, on parle de philosophie, on parle de grandes théories, de grands principes. Le lien entre la théorie puis la pratique est encore à développer. On a encore à y travailler. Oui. C'est justement l'arrivée d'ISO 37001 qui a fait en sorte que j'ai vu à travers ça la possibilité de le faire en vrai, puis de passer par-dessus le fait que l'éthique n'est pas populaire en termes de mots, où on pense que c'est pas concret, surtout du point de vue ce que j'appelle plus technique, parce que bon, dans le système de la santé, par exemple, on a la bioéthique qui est là depuis plus longtemps, qui est assez bien implantée, bien définie. Tu as des conseillers en éthique, plusieurs dans les différentes organisations. Du côté que j'appelle technique, c'est moins présent. Qu'est-ce que tu entends par technique? Qu'est-ce que j'entends par technique? C'est bon, si on parle de l'ingénierie, entre autres, si on parle du côté administratif, si on parle du côté service. En fait, si on parle de tout ce qui n'est pas les sciences sociales, les sciences humaines, qu'est-ce qui n'y avait pas en priorité l'humain. Je parle au passé parce que
j'aurais pas besoin de te convaincre que maintenant, il faut en tenir compte. C'est justement ton point avec Excellence 5.0. Mais c'est ce côté-là, le côté, pour avoir travaillé beaucoup dans les organisations, dans les usines, dans les services à différents niveaux, c'est plus terre à terre. On parle moins de, mettons, si on arrive pour parler des émotions, mettons, je voyais ma gang d'ingénieurs autour de moi qui m'auraient dit, ben là, Sophie, je pense, l'émotion, on y reviendra, tu sais. Mais c'est ça, c'est la différence que je fais entre technique puis le côté plus social, plus humain qu'on voit habituellement. Est-ce que ça a du sens pour toi quand je dis ça entre technique et le côté humain? Oui, absolument, absolument. Puis avant qu'on continue avec nos autres questions, j'aimerais ça te demander, as-tu des exemples, sans mentionner aucun client puis aucune entreprise avec qui tu as travaillé, mais as-tu des exemples de cas où la réflexion éthique a aidé à trouver des solutions ou à résoudre des solutions ou à aider le cheminement de réflexion d'une organisation? Je te dirais, à travers des exercices de gestion de risque, parce que quand je parle de ISO 37001, le cœur de ça, c'est la gestion de risque. Au Québec, le Conseil du Trésor a décidé d'imposer la gestion de risque de corruption, de collusion dans les processus de gestion contractuelle aux différents organismes. J'en ai accompagné plusieurs. Puis en faisant la gestion de risque, de la manière que nous, on le fait, en impliquant les gens, en faisant en sorte que les gens se questionnent, on développe la compétence éthique. Mais on ne dit pas qu'on développe la compétence éthique, mais à travers l'exercice, on le fait, les gens le font, puis ils comprennent mieux les problématiques. On parlait de prévention, on disait que l'éthique, ça aide à prévenir, mais à travers ça, si on parle juste, par exemple, ce qu'on parle le plus souvent quand on parle d'éthique, les conflits d'intérêts, bien, quand on est autour d'une table avec plein de personnes, puis qu'on dit, ah, mais c'est quoi ta réalité dans les conflits d'intérêts, puis que les gens discutent, puis là, souvent, j'ai vu des visages qui disaient, ah, ouais, c'est un conflit d'intérêts, ça. Ah, OK, je n'avais pas vu ça de même. Donc, on est en prévention, on est en compréhension de certaines situations, de certains concepts, choses qu'on n'avait pas avant, qui permet, après ça, quand tu arrives dans ton quotidien, de dire, une situation arrive, ah oui, je suis en conflit d'intérêts. Moi, j'ai vu des gens qui, après les séances de gestion de risque, me disaient, ah ben, finalement, je suis plus éthique quand je sors d'ici, et pourtant, je faisais un peu moins maintenant, mais je faisais très attention de ne pas parler d'éthique, mais plutôt de le faire sans le dire, justement pour ne pas aller chercher le côté que les gens pourraient penser rébarbatif à tout ça. Oui, puis quand on parle du mot éthique aussi, tu m'as fait allusion tantôt, j'ai comme l'impression, puis vous pouvez nous marquer les commentaires dans le chat, peut-être que vos impressions vont être différentes, mais j'ai comme l'impression que quand on parle d'éthique, c'est encore très mal perçu, dans le sens que il faut qu'on fasse des exercices pour être éthique, parce que ça sous-entend qu'on ne l'était pas avant. Ouais. Mais dans le fond, avec qu'est-ce que tu expliques, puis avec toute l'approche que tu utilises en gestion de risque, on ne parle pas de faire une démarche éthique parce qu'on ne l'est pas avant. On parle de faire une démarche éthique pour s'améliorer puis aller dans une bonne direction comme équipe et comme organisation. Ah, oui, effectivement, c'est un bon point que tu amènes, Véronica. Il ne faut pas penser, on a été un peu échaudé par la commission Charbonneau, puis le mot éthique fait peur, puis oui, la plupart du temps, c'est associé avec des choses qui sont négatives, mais tu as tout à fait raison, les organisations, ils ont beaucoup de bases qui reflètent de l'intégrité, qui reflètent une sensibilité éthique, qui font en sorte qu'il y a des choses en place pour les aider. Ils ne partent pas de zéro, effectivement, mais il faut juste prendre qu'est-ce qu'on a en place, vraiment bien le comprendre, puis pour après ça, améliorer, parce que, puis c'est là que ça fait aussi un lien avec toi, l'éthique, c'est de l'amélioration continue. Je disais que l'éthique est différente selon les circonstances, selon le contexte. Bien, les contextes, ils changent tout le temps. Les circonstances sont jamais les mêmes. Donc, il faut toujours être à l'affût pour faire en sorte que les choses coulent, que ça s'améliore, qu'on soit conscient. Puis qu'on développe le tout sur une base solide, mais je pense pas qu'il n'y a pas d'éthique dans nos organisations. Loin de là, j'ai rencontré plein de gens qui avaient
le jugement, puis qu'il y avait ça comme de manière intrinsèque, je dirais. Tu sais, pour eux autres, c'était comme automatique. C'était comme dans eux d'avoir, d'être capable d'identifier les problématiques, d'imaginer les conséquences pour les différentes parties prenantes, qui faisaient ça de manière naturelle. Tandis que, évidemment, quand ça devient de plus en plus complexe, il faut avoir une certaine structure, mais il y a d'éthique dans nos organisations, effectivement. Si on revient au thème du LinkedIn Live où on parle d'excellence 5.0, j'ai récemment publié sur mon LinkedIn personnel ma vision de qu'est-ce que c'est que l'excellence 5.0. Je vais le mettre dans le chat là, pour ceux qui seraient intéressés à aller le voir. Mais Sophie, quand toi, tu parles d'éthique et avec ton bagage comme ingénieur industriel où tu connais les principes de l'amélioration continue, quel est le lien que tu vois entre l'excellence opérationnelle et l'éthique? Ben, en fait, bon, c'est pas la première fois qu'on en discute, toi et moi. Il y a beaucoup l'humain à travers ça. Il y a la vision globale de tenir compte de plus large que seulement la situation. Donc, on tient compte, tu sais, du contexte, des circonstances, de la situation précise. Tu sais, en éthique, on va tenir compte des règles formelles, informelles, des valeurs qui sont en place. Puis, comme je disais tantôt, des conséquences de nos actions sur les différentes parties prenantes. Ça, c'est la partie théorique. Mais c'est vraiment une vue systémique de la situation. Un peu, si je comprends bien, quand tu parles de l'excellence 5.0, un peu la même vision de ce que tu amènes à ce niveau-là, avec plus d'impact sur l'humain quand tu parles de qui nous sommes, avec qui nous collaborons, ce que nous soutenons et comment nous travaillons. Oui, je le lis parce que je ne me rappelais pas tout le temps. C'est correct. Tous les points. Mais c'est comme une vision différente de voir, où on utilise des mots différents pour voir les choses sous des mêmes angles, mais avec des petites variations, mais on n'est pas si loin. C'est d'autres mots pour arriver à des principes d'amélioration, une meilleure compréhension des situations pour vraiment arriver à des gestes adaptés qui est bien pour cette organisation-là. Oui, puis juste pour revenir sur le côté systémique et holistique, en fait, à mes yeux, l'excellence opérationnelle a toujours été d'ailleurs plus considérée une responsabilité des opérations qu'une responsabilité de l'organisation dans son ensemble. À mes yeux, l'excellence opérationnelle aujourd'hui ou vers où on s'en va, surtout avec l'arrivée de l'industrie 5.0, en fait, c'est que ça force cette vision holistique, systémique de l'organisation. Puis si on a besoin de preuves, on a juste à regarder ce qui s'est passé dans les dernières années avec la pandémie, puis comment que tellement de choses se sont écroulées parce qu'on n'avait pas cette vision-là. Donc, moi, je pense qu'au niveau de l'excellence opérationnelle, ce n'est plus aujourd'hui une responsabilité des opérations, c'est une responsabilité commune de l'ensemble de l'organisation. Et c'est pour ça que je le sépare dans ces 4 catégories-là. Donc, qui nous sommes, ici, on parle de notre stratégie, de nos valeurs, de notre culture. Ce que nous soutenons, on parle de développement durable, on parle de résilience, on parle de notre capacité à s'adapter, la gestion du changement dans l'organisation, on parle aussi d'être capable de s'adapter à des situations différentes qu'on va continuer à vivre. La pandémie est finie, mais les changements, on va en vivre d'autres. Comment on le fait? Mais c'est ici qu'on voit le côté amélioration continue, processus, automatisation, technologie, robotisation. Et c'est ici aussi qu'on doit imbriquer davantage la collaboration humain-machine. Donc oui, l'intelligence artificielle va prendre plus de place, l'automatisation va prendre plus de place, mais ça doit être en support à l'humain qui effectue un travail et non pas en concurrence à l'humain. Je pense de toute manière, on a besoin encore des humains. Les rôles vont changer, mais l'humain va rester important dans l'organisation. Et finalement, notre quatrième, oui, effectivement, sinon, ben là, on est rendu dans les films de science-fiction. Là. Mais la quatrième boîte, en fait, c'est avec qui on le fait. Donc, pour qui on fait tout ça? C'est nos clients, nos partenaires, nos employés, nos actionnaires, toute l'équipe avec qui on travaille dans un environnement de collaboration et de partenariat, parce que c'est la seule manière d'avancer. À mes yeux, du moins, c'est la seule manière d'avancer. Bien, ça répond à plusieurs problématiques qu'on nommait au début de notre discussion. Là,
de voir les choses ensemble, d'impliquer les gens. Donc, on a une même vision de comment les choses doivent se faire. Je te dirais, c'est peut-être les outils qu'on utilise qui sont différents. Souvent, dans nos formations, on va dire que les meilleurs amis de la culture organisationnelle éthique, c'est le dialogue, puis ça va être la transparence. C'est donc faire en sorte que les gens se parlent. Tu en as parlé aussi un peu tantôt, qu'on partage des valeurs communes. On parle de donner du sens au travail. Donc, si on partage des valeurs communes, qu'on les met au cœur de nos décisions, tout ça va aider à avoir une meilleure compréhension, va aider à avoir de la cohérence dans nos actions, entre les différents secteurs, de la cohérence dans le temps. Tout ça va participer à améliorer l'organisation dans son ensemble. Puis, en même temps que je dis ça, puis bon, il faut tenir compte des parties prenantes. Là, je vois aussi, là, ça devient complexe. On n'a pas tout le temps de faire ça, puis ça n'a pas de bon sens. On va passer notre temps en réunion. Ça me fait penser que ce matin, je voyais dans la presse, il y avait quelqu'un qui disait qu'il fallait améliorer la signalisation pour le REM dans les métros, mais que là, personne ne se retrouvait, puis là, il n'avait pas mis les choses en place parce qu'il fallait qu'il fasse un comité pour y réfléchir, incluant toutes les parties prenantes. C'est que là, c'était pas encore fait, c'est que ça prenait du temps. Bref, il faut pas oublier la mission de l'organisation, puis que le tout ait du sens. Puis, quand je dis pas oublier la mission, si on dit que, écoute, moi, mon but, c'est de faire en sorte que les gens se retrouvent, bien, les actions que je prends, il faut que ça demeure au cœur. Il ne faut pas oublier les objectifs, il ne faut pas oublier la mission. Puis, on disait tout à l'heure également que pour chaque personne, c'est différent. Pour chaque organisation, c'est différent. C'est qu'il faut bien comprendre l'organisation pour l'adapter parce que c'est pas partout pareil. C'est pas une recette qu'on applique. Mintzberg, dans son dernier livre, dit ça, arrive à ça après je ne sais plus trop combien d'années où est-ce qu'il a donné des méthodes, bon, appliquer ça, maintenant. Mais là, avant d'appliquer, il faut peut-être comprendre puis voir qu'est-ce qu'on applique puis comment qu'on l'applique parce que ce ne sera pas la même chose. Je donne juste comme exemple, si on prend les policiers, il y a beaucoup d'éthique qui se fait au niveau des policiers. Puis là, on va dire, ouais, mais en situation de crise, on s'entend qu'on ne commence pas à se poser la question, OK, on va réfléchir, on va dialoguer pour voir c'est quoi les parties prenantes, à savoir si je pose tel ou tel acte, ce ne serait pas adapté à leur situation, à leur contexte. Il faut qu'ils fassent des choses autrement, en ayant en tête leur mission, en ayant quand même en tête les parties prenantes, les conséquences, tout ce que je viens de dire tout à l'heure, mais en le faisant d'une manière concrète, efficace, en action, parce que leur mission, leur raison d'être, c'est d'être opérationnel quand il faut. Fait qu'il faut vraiment comprendre puis l'adapter, puis pas penser que c'est un copier-coller d'une place à l'autre. Bien, justement, il y a quelques commentaires qui viennent de rentrer dans le chat, mais il y a une question, je ne sais pas qui l'a posée. Est-il concevable que deux positions contradictoires puissent être également éthiques? Effectivement, ça pourrait être possible dans des contextes différents. Ça pourrait être possible dans des situations différentes. Et là, j'essaie d'avoir, il ne vient pas des exemples, mais ça peut arriver. Bon, je ne trouve pas d'exemple vite comme ça, mais dans certaines situations, on va dire, oui, il faut suivre les règles. Puis dans telle autre situation, bien, là, il ne faudra pas. Puis là, je suis un peu embêtée parce que pour moi, je trouve ça tellement difficile de parler d'éthique sans parler de cas concrets parce qu'il me semble qu'on dit des mots, on fait des phrases, on décrit des principes, mais c'est quand on arrive dans des situations concrètes, dans des problématiques, des vraies affaires, tout prend son sens. Tout arrive à dire, ah ben oui. Puis là, on comprend. On dit souvent, il faut pratiquer l'éthique. C'est comme de la gymnastique, il faut la pratiquer pour que ça soit de plus en plus facile, que ça prenne de moins en moins de temps. Puis c'est en le mettant dans des situations concrètes, pas la faire en théorie, mais concrétiser ça dans les opérations, dans le concret. Mais justement, Lynn, salut Lynn, vient d'écrire dans le chat que selon son expérience, l'éthique aide grandement à la prise de décisions plus difficiles et particulièrement dans des environnements complexes. C'est une compétence de grande importance. Tout à fait. Puis j'aime voir le mot compétence.
Parce que dans l'éthique, il y a la notion de compétence éthique, puis la compétence éthique, c'est la mise en action c'est pas juste la théorie, c'est pas juste le savoir-faire puis le savoir-être, c'est vraiment la mise en action du savoir-faire puis du savoir-être. Donc, l'utilisation qu'on peut faire de nos ressources externes, de nos ressources internes. Et là, ça nous amène, quand on parle des ressources internes en éthique, on va parler de la sensibilité à être capable d'identifier les dilemmes éthiques, on va parler de la capacité d'imaginer les conséquences sur les parties prenantes. On va parler également de voir les situations de différents angles. On appelle ça la décentration, de ne pas voir la problématique juste de mon point de vue, mais comment la personne à l'externe voit cette problématique-là. Puis, par exemple, si on parle de conflit d'intérêts, c'est flagrant. Il y a combien de personnes qui se sont ramassées à faire les premières pages des journaux dans des conflits d'intérêts, dans des apparences de conflits d'intérêts, parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de regarder la situation d'un œil externe, parce qu'eux pensaient, regarde, moi, je suis capable de faire la différence, et quand j'ai pris ma décision, je n'ai pas considéré d'autres intérêts que celui de l'organisation. Puis c'est probablement vrai, mais il faut le regarder, ton concurrent, la personne externe ou la personne qui est défavorisée par ta décision, est-ce qu'elle pense la même chose? Puis que ce soit vrai ou non, les conséquences sont les mêmes. Donc, la partie décentration est très importante. Puis, à la fin, il y a également la partie d'être capable d'argumenter puis d'expliquer notre décision. Pourquoi qu'on l'a fait? Qu'est-ce qu'on a priorisé dans notre démarche pour arriver à cette situation-là? Puis oui, ça peut arriver qu'on ait laissé de côté une valeur, laissé de côté une règle, parce que dans ce moment-là, c'est autre chose qu'il fallait faire. Mais justement, il y a quelqu'un qui marque comme commentaire l'important de réfléchir aux considérations éthiques afin d'intérioriser les apprentissages. Comme tu l'as suggéré, le fait d'en parler et de passer en revue différentes situations permet de perfectionner les comportements naturels. Oui, effectivement. C'est par les dialogues, tu sais, dans les organisations qui ont une fonction éthique et conformité, qu'on appelle le plus souvent, ou quand on a des choses qui sont le plus opérationnelles ou dans les meilleures pratiques, mais on va avoir une personne qui a un certain pouvoir, qui se rapporte souvent au CA, qui va travailler de manière transversale dans les organisations, qui va s'assurer que le message est le même, qui va avoir une certaine crédibilité, qui va avoir une connaissance, puis qui va pouvoir s'assurer de répondre aux questions, puis de faire en sorte que les gens puissent parler, puissent nommer leur insatisfaction, critiquer aussi les différentes décisions. Donc, tout ça, c'est une des bonnes pratiques, c'est avoir quelqu'un qui mène ça puis qui le fait vivre au sein de l'organisation. Et voilà un autre lien assez étroit avec l'amélioration continue. Parce qu'en amélioration continue, c'est pas mal ça qu'on veut. On veut que les gens puissent nous dire quand il y a des problèmes, on veut qu'ils puissent critiquer comment on fait les choses, on veut qu'il y ait la créativité, la capacité de proposer des solutions, de faire ressortir des idées pour qu'on puisse les tester avant de les mettre en pratique. Donc, c'est un peu un lien qui se fait facilement avec l'amélioration continue. Oui, encore un autre lien qui se fait entre les deux, effectivement. Comme je dis, c'est une même vision, mais avec des outils différents. C'est ça. Tout ça dans un but d'arriver à avoir des organisations plus performantes et plus intéressantes pour les gens qui y travaillent. Sophie, concrètement, comment on intègre l'éthique dans une culture organisationnelle? Concrètement, comment on l'intègre? En fait, la manière de le faire, et d'un, il faut commencer par voir qu'est-ce qu'on a en place, parce qu'on ne part pas à zéro, évidemment. Donc, voir qu'est-ce qu'il y a en place. Et il faut regarder l'éthique ou l'organisation à deux niveaux. Au niveau de l'organisation, au niveau de l'individu. Parce que il faut que l'organisation ait des mécanismes en place pour permettre aux individus d'exercer leurs compétences éthiques. Puis ça, c'est important parce que si tu développes la compétence éthique, mais ton organisation n'a pas les mécanismes qui permettent aux gens qui développent leurs compétences éthiques de la mettre en action. Là, à mon avis, ça fait pire parce que tu crées des attentes, les gens sont découragés, ils disent c'est du n'importe quoi. Puis après ça, remonter la pente, on sait que ça va être beaucoup plus difficile par la suite. Donc, il faut vraiment avoir une vision globale,
travailler au niveau de l'organisation puis au niveau des individus. C'est qu'il faut commencer par la base, je te dirais, voir c'est quoi les règles, c'est quoi les normes, qu'est-ce qui est en place, quelles sont ce qu'on appelle les ressources externes qu'on doit considérer dans nos décisions. Est-ce que les gens les comprennent? Est-ce que les gens les connaissent? Il y a toute cette partie-là, parce que l'éthique étant complémentaire aux règles, il faut quand même que ça soit une base, parce qu'on ne peut pas toujours tout réfléchir, parce que, bon, pas besoin de vous dire que les choses vont vite. Donc, il y a le niveau des règles. Ensuite, il y a la culture de l'organisation. Il va falloir regarder, est-ce que les valeurs sont identifiées, sont partagées, sont connues, sont réelles, sont intégrées dans les décisions. On parlait de dialogue. Est-ce que les gens ont un espace de dialogue? Est-ce que les gens ont confiance entre eux à leur capacité d'agir de manière éthique? Et ça, à tous les points de vue, entre collègues, entre supérieurs, à différents niveaux. Parce que les gens, pour que ça fonctionne, il faut que les gens soient engagés, il faut qu'ils donnent l'exemple, il faut le plus cohérent possible. Tu peux pas dire OK, oui, je prône la RSE, puis je fais des achats sans tenir compte de où c'est fait. Ça aurait comme pas de sens. Fait qu'il faut que le tout ait un certain sens. Donc, j'ai dit, il y a les règles, il y a la culture qu'il faut tenir compte, puis il y a toute la structure puis les dispositifs à mettre en place pour que ça soit vivant. Donc, une certaine autonomie, une certaine capacité d'agir pour que le tout ait du sens. Puis, il n'y a pas une bonne manière de faire. Donc, ça ne veut pas dire que les décisions sont prises à tous les niveaux, puis ça ne se peut pas qu'il y ait une décision qui est prise par la direction générale puis qui descende après. Ça va dépendre des besoins, puis de la mission, puis de l'adaptation. Donc, mais il faut qu'il y ait une certaine possibilité d'agir, parce que sinon, ça aide pas. Donc, il y a l'autonomie, il va y avoir les programmes qui sont en place. C'est quoi les règles, les procédures? Est-ce qu'on forme les gens à suivre les règles? Est-ce qu'on forme les gens à réfléchir les règles pour qu'ils soient capables, pour les aider, les outils à prendre des décisions quand les règles sont muettes? D'ailleurs, Sophie, excuse-moi, Joël, dans le chat, elle a marqué une note sur qu'il faut développer la pensée critique. Donc, c'est super de former les gens à comprendre des procédures et à les suivre, mais il faut aussi qu'ils aient la pensée critique pour pouvoir les challenger puis les soulever quand il y a quelque chose qui ne va pas en ligne avec les valeurs, avec la culture puis avec les décisions qui sont prises dans l'organisation. Effectivement. Il faut avoir des espaces pour en parler, qu'on ait la possibilité de le faire en transparence le plus possible. Puis si on ne peut pas l'être transparent parce qu'on rentre dans les renseignements personnels, bien, expliquer pourquoi qu'on ne peut pas être transparent à 100% pour s'assurer que les gens comprennent, pour garder cette confiance-là. Tu as aussi comment les programmes qui traitent des côtés éthiques ou des règles sont intégrés aux autres processus d'affaires de l'organisation. Tantôt, je parlais d'approvisionnement. Est-ce que tes mécanismes de prévention de la corruption et de la collusion sont dans un document à part qui prend de la poussière sur une tablette, ou sont intégrés dans ta politique d'achat qui fait en sorte que quand tu t'y réfères, ben, tu revois toutes les notions qu'on a voulu mettre en place d'une manière régulière, puis que c'est revu de manière régulière, puis que ça reste vivant. Donc, comment toutes ces notions-là sont intégrées dans la vie d'une organisation. Il y a un autre point aussi qui est important, puis c'est comment on traite les non-conformités. Parce que, on est beaucoup dans le positif, le dialogue, on parle, on peut critiquer, on peut parler, mais quand il y a des dérogations, quand il y a des gens qui suivent pas les règles ou vont à l'encontre des valeurs de l'organisation, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on laisse aller? Je pense pas. Encore là, on parle de cohérence, mais il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent d'adresser ces situations-là, puis qu'il y ait des conséquences quand il faut, d'une manière respectueuse, évidemment, mais qu'il y ait des conséquences aux dérogations, aux règles et aux valeurs pour que le tout ait du sens. Bien, tu vois, dans les concepts de résilience,
Quand on fait face à une situation qui force la résilience de l'équipe et qui nous force à adapter des processus pour être capable de passer au travers de la situation, on parle de boucle d'apprentissage. Et quand tu expliques qu'il faut être capable de revenir en arrière et de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, soit pour adresser d'un point de vue disciplinaire ou sinon pour mieux avancer après. En résilience, on parle de la double boucle d'apprentissage. Donc, c'est de comprendre qu'est-ce qui a généré cette situation-là, qui a fait en sorte qu'on a réagi de cette manière-là ou que c'est ça la décision qui a été prise. Mais après ça, c'est une partie, ça serait une boucle. La deuxième boucle, c'est maintenant comment est-ce qu'on altère nos processus, comment est-ce qu'on change nos méthodes de fonctionnement pour éviter de revenir à cette situation-là parce qu'on vient d'apprendre quelque chose de cet événement-là. Donc, l'éthique a un impact aussi sur la capacité de s'adapter, ou en fait, la capacité de s'adapter doit faire partie du processus éthique aussi pour être sûr qu'on continue toujours d'avancer et de ne pas reculer et qu'on apprend. Oui, effectivement, c'est ce que je parle, c'est ce que je dis souvent à mes clients quand on parle de ligne de signalement. Tu sais. Souvent, je vais dire, ben, est-ce que vous avez une ligne de signalement? Ah oui, nous, on n'a pas de problème. Il n'y a personne, on n'a jamais rien sur notre ligne de signalement. Dans ce temps-là, je me dis, là, peut-être pas ça la raison pour laquelle il n'y a rien sur votre ligne de signalement. Je pense qu'une ligne de signalement qui est vivante, ben oui, il va y avoir des gens qui vont soulever des inquiétudes puis qui va dénoncer certaines situations. Puis nous, qu'est-ce qu'on dit dans l'amélioration qu'on amène dans la gestion de risque par rapport à ces dénonciations-là? C'est faire exactement ce que tu viens de dire. OK, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la cause? Est-ce que la cause, c'était nos processus? Est-ce que la cause, c'était l'individu? Puis, selon la réponse, ben, on va travailler à revoir les processus s'il y avait une lacune ou à voir comment régler le problème au niveau du comportement, si c'est possible dans cette situation-là. Fait que, tu sais, on n'arrête pas de dire que c'est tout le temps la même chose, mais c'est vraiment, parce qu'on en a parlé, toi et moi, c'est fascinant de voir comment il y a des similitudes avec tout ça. Oui, mais il y a 2 points quand tu parlais des lignes de signalement puis que tes gens te disent oui, on en a une, c'est parfait, on reçoit jamais d'appel. Un autre commentaire de Joël qui mentionne une culture de sécurité psychologique dans l'organisation pour que les gens se sentent à l'aise d'annoncer ou de mentionner des choses qu'ils voient qui serait peut-être pas nécessairement éthique, même qu'elle mentionne que, puis c'est tout à fait raison, dans l'innovation, dans la résolution de problèmes, dans l'identification des erreurs, c'est important d'avoir cette sécurité psychologique parce que sinon, les gens ne diront jamais rien s'ils pensent se faire réprimander à chaque fois. Donc, dans l'éthique, ça s'applique aussi. Oui, le fameux safe space. Excusez. Oui, effectivement, c'est aussi tout à fait pertinent. Puis même, tu sais, quand on parle d'éthique, c'est souvent des sujets où on n'est pas habitué de parler, où est-ce que les gens sont frileux. Est-ce que, ben, je pense que je suis en conflit d'intérêt. J'en parlerai pas, peut-être que ça va passer inaperçu. Versus, ben, je vais aller voir mon collègue, je vais aller voir mon supérieur, on va en discuter pour voir comment il voit ça, lui. Ça va aider pour voir les problématiques. Je parlais de la décentration, ça va aider en parlant avec d'autres personnes. Mais pour que ça arrive, ben, il faut que dans les rencontres d'équipe, on ait abordé le sujet. Il faut que ça fasse partie des discussions régulières pour que les gens se soient à l'aise d'en parler. Si personne n'en parle jamais, ça veut dire que peut-être c'est tabou, peut-être qu'on est mieux de ne pas en parler. C'est qu'il faut vraiment que ça soit vivant, que ça fasse partie de manière régulière des rencontres, que ce soit des sujets abordés. Effectivement, il faut qu'il y ait tout ce dialogue-là et ces mécanismes-là en place pour s'assurer qu'on a une éthique vivante vraiment au sein des organisations. L'autre point aussi, puis c'est un autre commentaire que César vient de marquer sur le chat. Tu parlais tantôt de la gestion des non-conformités. Dans les processus de qualité, le processus de non-conformité a vraiment comme des étapes très précises que l'on doit suivre. Puis on va jusqu'à l'apprentissage suite à l'étude de la non-conformité, la transformation des processus d'affaires, à la formation aux employés. Lui mentionne une base de données qui permet de maintenir ou de conserver les leçons apprises en matière d'éthique qui pourrait aider à continuellement bâtir ce bassin de connaissances-là. Est-ce qu'au niveau des non-conformités liées à l'éthique, est-ce que tu proposes de les gérer de la même manière qu'on gère une non-conformité au niveau qualité? Je dirais oui, en grande partie. Mais là, je vais rajouter le cependant, ou ça dépend. Il faut également
en tout cas, en éthique, il faut faire attention aux données personnelles. Il faut anonymiser les situations, mais il y a des études qui l'ont fait, puis là, je ne me rappelle plus des pourcentages exactement, mais si on fait des formations avec des situations réelles qui se sont passées dans les organisations, c'est beaucoup plus payant que n'importe quelle autre formation avec des cas théoriques. Parce que les gens vont s'y reconnaître. Tu sais, quand j'arrive dans la région de Québec pour parler de corruption puis de collusion, souvent on dit « Ah, ben oui, c'est à Montréal que ça se passe. À Québec, on n'a pas ça ici. » Ou ben non, c'est les firmes de génie puis la construction qui a eu des troubles. Nous, dans le manufacturier, on n'en a pas de troubles. C'est juste parce que c'est ce qu'on a surtout entendu parler dans les dernières années. Fait que quand tu arrives à des cas concrets, non, garde ton collègue ou le département d'à côté, il s'est passé ça, quand on peut le dire ou pour faire en sorte que les gens ne reconnaissent pas les personnes, évidemment, c'est beaucoup plus parlant, puis les gens se sentent interpellés, puis beaucoup plus intéressés aux situations ou à la raison pour laquelle on met les choses en place. Ils vont comprendre, oui, regarde, c'est important, oui, c'est vrai, c'est pas une formation de plus qui va me faire perdre du temps. Non, je pense qu'on en a besoin de cette formation-là. On l'a vu parce que si on l'avait faite, la formation, ce ne serait pas arrivé, entre autres. Donc, encore une fois, on est à la même place. Fait qu'une compagnie, Sophie, qui maintenant nous écoute là, puis se disent, OK, moi, je veux faire les premières étapes. Là, je veux commencer à être proactif par rapport à l'éthique dans mon organisation. Ça serait, à part de t'appeler, ça serait quoi les premières étapes? Bien, ce serait de regarder, de faire un diagnostic de sa situation, de tous les éléments que j'ai parlé, la culture, les règles, la structure, les mécanismes en place. Comment, c'est quoi qu'on a actuellement? Puis qu'est-ce qui marche? Puis je dis qu'est-ce qui marche parce qu'il y a comme, à mon avis, deux niveaux. Il y a qu'est-ce qu'on a en théorie, donc les procédures, les politiques, qu'est-ce qui est bien écrit, nos valeurs qui sont affichées à l'entrée de l'organisation, qui est une chose. Mais l'autre chose, c'est comment ça se vit pour le vrai. Si on va parler aux gens dans l'organisation, puis on dit, OK, vous avez telle valeur, est-ce qu'elles sont vécues, par exemple? Est-ce qu'elles font partie des décisions? Ah ben non, voyons. Ah, on a des valeurs? Ah, je savais pas. Je n'avais jamais vu ça. Moi, je ne les ai pas vues, je ne les connais pas. Fait que là, on s'aperçoit comme ça des lacunes, des faiblesses, puis on commence par adresser les lacunes, les faiblesses selon les critères que je disais tout à l'heure, puis on s'assure que le tout se développe, puis qu'on met les indicateurs de performance qui vont faire en sorte qu'on sait où sont les lacunes. Oui, je vois des yeux qui disent oui, là aussi, il y a des indicateurs de performance qui vont faire en sorte qu'on va voir ou qu'on va savoir où mettre l'emphase dans les prochaines années pour résoudre les problématiques les plus importantes actuellement. Mais là, j'aime ça que tu me parles d'indicateurs de performance parce que moi, je dis toujours aux gens avec qui je travaille, avec mes collaborateurs, avec mes clients, ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. As-tu quelques indicateurs de performance que tu peux mentionner qui sont utilisés en éthique? Bien, comme je disais tout à l'heure, c'est les lignes de signalement. Est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent, qui se questionnent? C'est un bon indicateur. Évidemment, est-ce qu'il y a eu des problèmes de corruption? Est-ce qu'on a vu de la collusion dans notre secteur? Est-ce que nos formulaires de conflit d'intérêts, est-ce qu'ils sont utilisés? Est-ce qu'ils sont remplis? Est-ce qu'ils sont revus? Ça aussi. J'imagine aussi le nombre de personnes qui sont formées ou le pourcentage des employés formés. Également, cette partie-là aussi, quand une des mesures d'atténuation qui va avoir été identifiée va être la formation, effectivement, le nombre de personnes formées va aussi faire partie des indicateurs qu'on va avoir mis en place. Le nombre de non-conformités, comme on a parlé tantôt, si on le gère comme en qualité. Oui, effectivement, les changements. Puis il faut tenir compte des changements qui vont avoir lieu dans l'organisation. Tu sais, dans les dernières années, quelqu'un qui aurait fait sa gestion de risque de corruption, de collusion, puis s'il arrive après 2020, 2021, puis il dit, ben, j'ai pas pu vraiment travailler à mes mesures d'atténuation parce que j'étais comme occupée ailleurs. Ben, je pense qu'il faut en tenir compte parce qu'il faut le faire avec un certain jugement, une certaine logique, parce que sinon, on s'en sortira pas. Là. Mais il faut tenir compte des situations quand on revoit nos indicateurs de performance. Puis pour revenir à l'indicateur sur les signalements,
quand tu l'as mentionné, la première fois que tu m'as parlé, je n'ai pas fait le lien, mais quand tu viens de le mentionner comme indicateur de performance, j'ai fait le lien avec en santé-sécurité. On veut aller chercher le plus, surtout dans un entrepôt ou dans une usine de fabrication, on veut aller chercher le plus possible d'identification de quasi-accidents. Les statistiques que j'avais vues disent que pour chaque 600 quasi-accidents déclarés, on est capable d'éviter un accident. Fait que dans le fond, l'indicateur de signalement, il faut le voir de cette manière-là aussi, non? Oui, parce qu'il faut voir, ça dépend comment la ligne de signalement va être gérée. Dans le sens que si un signalement, puis là, je vais exagérer, si quand tu signales, il faut que tu arrives avec un fardeau de preuves, ça de même, sinon, tu n'es pas écouté. Ou si tu te poses une question, puis tu as une place où tu as quelqu'un à aller voir qui va répondre à ta question et que tu considères les questions comme des signalements, comme des interrogations, ça aussi, ça va aider. Puis, on parlait, on revient à ce qu'on disait au début, on est en prévention, mais en prévention, il faut agir avant que les choses arrivent. Donc, il faut avoir une idée de ce qui pourrait être des 600 non-conformités ou des 600 quasi-accidents. Bien, il faut les connaître avant pour pouvoir agir, pour ne pas se ramasser dans des situations problématiques. Mais tu sais, ce que tu viens de mentionner, tout dépendant comment le signalement fonctionne, s'il faut que tu arrives avec ta preuve comme ça, moi, ça m'a fait penser au fameux dans les organisations où ce qu'on nous disait tout le temps, si tu vois un problème, viens me voir, mais arrive-moi avec une solution. Oui, mais le problème, il n'est pas arrivé du jour au lendemain, ça fait longtemps qu'il est là. Fait que d'imposer à une personne de venir te déclarer qu'il y a une problématique avec une solution trouvée, c'est non seulement injuste, mais c'est inapproprié parce que les gens vont arrêter de se casser la tête. C'est pas équitable de demander à une personne de trouver la solution quand le problème est là depuis X période de temps. Donc, c'est la même chose avec les signalements. Il faut, je pense qu'on a tout à gagner de rendre le processus le plus simple possible, que ce soit une question ou juste dire « Hey, je pense qu'il y a peut-être quelque chose ici, mais sans trop de preuves, mais pour pouvoir, non seulement enquêter plus tôt, éviter que ça devienne beaucoup plus problématique comme situation, mais aussi, ça ramène à ce que Joël disait tantôt, la sécurité psychologique, où ce que on peut poser un geste, même si on n'est pas certain de qu'est-ce que c'est exactement, mais on peut quand même poser un geste comme un individu pour protéger l'organisation. Oui, c'est là que je remettrai encore une fois le dialogue. Donc, favoriser le dialogue. C'est sûr que si une réponse genre, si tu as un problème, arrive avec une solution, tu ne favorises pas le dialogue. Là. Tu dis, regarde, c'est comme donner une raison pour ne pas entendre parler. Ouais. Tandis que si tu favorises, regarde, on va s'asseoir, on va regarder, on va analyser la situation, ça va être plus, ça va avoir plus de sens pour tout le monde. Puis c'est là que le tout va se vivre. C'est qu'il faut vraiment regarder, si je reviens à ta question, par où qu'on commence, il faut vraiment bien comprendre l'organisation, puis adapter ça à sa réalité. Mm-hmm. En gardant en tête la mission, les règles, les valeurs, tout ça, puis de faire une espèce de je sais pas comment appeler ça, mais de boule vivante, qui interagit, puis toujours être à l'affût des nouvelles choses qui peuvent arriver pour s'assurer que le tout ait du sens le plus possible. Oui, effectivement. Moi, ce que j'en retiens, Sophie, de notre conversation, l'éthique, c'est pas juste une réaction, c'est de la proactivité dans les organisations pour les individus et pour l'organisation comme entité. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Ah, ça, c'est ça. En fait, non, il n'est jamais trop tard pour commencer, mais il vaut mieux commencer proactivement qu'en réaction à un événement. Oui, parce que l'éthique vient avec la confiance. En réaction, tu as déjà 2 prises. Il faut que tu remontes la côte pour avancer. Donc, c'est plus difficile dans ce temps-là. Ça se fait, mais c'est plus difficile. Puis la troisième chose que je retiens, c'est que l'éthique, ça s'apprend, ça se développe au point de devenir une compétence dans l'organisation. Oui, et ça se pratique. Ça se pratique. Ça se pratique. Parce que l'éthique, c'est pas juste un concept, il y a beaucoup d'outils à mettre en application. Puis plus on les utilise, plus on fait des mises en situation, bien, plus le réflexe se développe. Ça m'amène, tu sais, à travers mes expériences de gestionnaire, je me suis posé la question à un moment donné, comment faire pour développer le jugement des gens quand la problématique est là? Bien, avec l'éthique, c'est comme de structurer
une espèce de réflexion que plusieurs ont de manière automatique, mais vraiment de la structurer pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension, puis avec le temps, ça va devenir plus naturel et plus facile. Tantôt, tu parlais de Mintzberg. La recette, c'est la structure, pas le résultat. C'est sûr. Puis l'adaptation c'est ça, la recette, c'est la structure. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Sophie, merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On a un super beau commentaire sur le chat, tu iras le voir. Merci Lynn pour le commentaire. Merci à tous. Alors, notre prochain événement est déjà prévu pour le 20 septembre. Alors, on se rejoint le 20 septembre. D'ici là, si vous voulez échanger davantage sur le sujet de l'éthique et de l'excellence opérationnelle, n'hésitez pas à nous contacter. Dans 2 secondes, là, à l'écran, je vais avoir nos sites web. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir. Merci encore, Sophie. Super plaisant, très instructif. Parfait. Merci. Bye.